Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Horizon Podcast. Aujourd'hui, je reçois Jean-Yves Labrousse pour partager son histoire marquée par un événement tragique survenu la nuit du 5 au 6 octobre 1983 où toute sa famille s'est fait assassiner. Il est le seul survivant. Je l'ai connu pendant mon postpartum en regardant une émission de télé où il faisait partie des invités. Son histoire m'a évidemment hyper émue et marquée et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je l'interviewe pour parler de sa résilience. En effet, comment on fait pour avancer quand tous ses proches se sont fait tuer? Dès les premiers jours après le drame, Jean-Yves a dû faire face à la solitude et aux maladresses des proches, ainsi qu'à un sentiment de culpabilité dévastateur. Entre sa survie et l'incompréhension des réactions autour de lui, il raconte son parcours de reconstruction, marqué par des années de souffrance psychologique sans accompagnement, ainsi que son handicap puisqu'il est multidis et qu'il n'est pas si facile que ça de parler pour lui. Jean-Yves aborde aussi le rôle complexe de la presse, qui s'est montrée intrusivement présente dès son hospitalisation, et les défis qu'il a rencontrés pour retrouver une place dans la société et dans sa famille. Sa quête de sens et de résilience, qui l'ont motivé à aller de l'avant, se dévoile peu à peu, tout comme l'impact de cet événement sur ses relations amoureuses et familiales. Il évoque ensuite son combat intérieur face à ce qu'il appelle l'autre, son agresseur, lors du procès, et l'effet cathartique qu'a eu le fait de s'exprimer publiquement. Alors que le tueur a été libéré, Jean-Yves parle de la menace omniprésente qu'il ressent encore, ainsi que de l'hypervigilance qu'il a développée pour protéger ses enfants. Finalement, il nous livre sa vision actuelle, 40 ans après, sur le pardon et la résilience. À travers l'écriture d'un livre, coécrit avec sa fille et Constance Bosten, Jean-Yves trouve un chemin vers la guérison et nous partage comment mettre en mots l'innommable l'a aidé à se reconstruire. Cet épisode est divisé en deux, la suite dans 2 semaines. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Léna. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Alors, je n'ai pas souvent l'habitude dans ce podcast d'interviewer des personnes ayant vécu des événements aussi horribles, mais parler avec toi aujourd'hui de ton histoire m'intéresse beaucoup parce que j'ai envie de savoir comment on se relève d'un tel drame. Alors, si tu veux bien, on va aller directement dans le sujet avant de pouvoir parler de tout ça. Est-ce que pour commencer, tu peux nous raconter ce qui s'est passé la nuit du 5 au 6 octobre 83 afin que mes auditeurs comprennent l'ampleur du drame? Alors, en fait, le 5 octobre 1983, ce qu'il faut comprendre avant toute chose, c'est que j'ai un parcours non linéaire scolaire. Je suis multi-10 et de ce fait, j'ai quadruplé mon CEP, et quand je suis donc en entrée de 5e en octobre 83, j'ai 15 ans. J'ai 14 ans. Ouais, 14 ans. Et donc, non, 15 ans. Pardon. Non, j'ai bien 15 ans. C'est ça. Et donc, ça monte un peu. Et donc, j'ai 15 ans et il faut que je m'oriente parce que, avec maman, on a discuté avec les professeurs et mon parcours scolaire, et il doit prendre une autre orientation. Mm-hmm. Alors, j'ai décidé d'être coiffeur. Je voulais être imprimeur, mais maman m'a dit, écoute, c'est pas possible. Donc, ce mardi 5 octobre, je rentre d'un stage de coiffure où je découvre le métier de coiffeur dans un salon mixte. Ça s'est pas tellement bien passé parce que fait d'être 10, c'est un problème d'apprentissage. Et j'ai aussi un problème de coordination des mouvements. Je suis dyspraxique et de fait, il faut répéter beaucoup les mouvements ou des choses pour que ça devienne un automatisme. Donc cette journée, pour moi, c'est un peu une catastrophe. J'ai mis de l'eau dans les yeux de la cliente, dans les oreilles, c'était un peu. Bon. Après, c'est que avec le recul, c'était que le 3e jour aussi. Donc bon, voilà. Mais j'espérais. J'avais mis un peu sur un piédestal cette journée et quand je sors de ce salon, je suis un peu déçu et en même temps il fait beau et
les rues de Beauvais, la ville où j'étais faire le stage en Picardie, eh bien, c'est animé, c'est vivant, et du coup, ça me redonne du baume au cœur. Ouais, Et ouais, je ouais, vais je voir comprends. maman qui est démonstratrice en parfum, nouvelle galerie Mm. de Beauvais, chez Bourgeois. Et là, elle a pas de clients, et du coup, elle me dit, alors Jean-Yves, ça s'est passé comment ta journée? Bah, je dis, maman, super, et tout. Bon, je mens, je suis bien conscient. Mais je sais pas pourquoi, je me suis mis à lui mentir, mais ce que je voulais, en fait, je voulais la rendre heureuse parce que souvent, quand elle venait aux réunions parents-prof, eh ben, c'était un peu comme dans le film Forrest Gump où il était sur le banc en train d'attendre sa maman et quand elle sort, elle pleurait. Et moi, c'était pareil. Quand maman sortait de là, elle pleurait. Et c'était difficile, une sorte de culpabilité de me dire, ben voilà, tu te rends compte, tu fais pleurer ta mère. Et donc, je lui dis, maman, ça s'est super bien passé. Et là, je vois dans son regard ben, la joie, et peut-être, elle se dit, eh bien, peut-être que Jean-Yves il va pouvoir arriver à avancer, il va peut-être avoir un avenir, parce que Mm. j'étais en échec scolaire, faut quand même l'avouer, et c'était pénible pour elle, pour moi aussi, mais pour elle encore plus, me sentir désarmé face à ce que j'avais, ce que j'ai toujours d'ailleurs, mais elle comprenait pas trop ce que c'était que d'être multidis, et pour elle c'était, elle avait l'impression d'avoir raté quelque chose, hein, Ouais, ouais. sincèrement. Euh, Ensuite, ben maman elle a quitté le travail, on en est retourné à la maison, et quand on est arrivé à la maison, c'était une belle soirée d'octobre, ensoleillée, et là à la porte de la maison, à la porte du garage, nous attendait mon petit frère qui a 12 ans à cette époque-là. Il nous attendait, il était heureux, et avec stupéfaction, à côté de lui, il y avait un jeune homme. Ce jeune homme est l'ex-compagnon de ma sœur. Elle l'a quitté 3 mois plus tôt. Il est charcutier au village. Mes parents l'ont fait rentrer dans cette charcuterie. Et il est là, je comprends pas très bien pourquoi. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Parce que la séparation était un peu compliquée. Mm. Et quand on descend, il nous explique qu'il a préparé à manger pour enlever de la charge mentale à maman, qu'elle ait ça au moins à faire ce soir-là. Ma sœur Caroline descend de la maison et elle nous explique ça. Elle nous explique qu'il l'a aidé à faire à manger et que bah, c'est bien sympathique. Alors par convenance, maman va lui proposer, il dira, Pascal, est-ce que vous voulez rester à manger avec nous, puisque vous avez préparé le repas? Et il va trouver une excuse, il va trouver l'excuse de, je sais plus laquelle, qu'il a attendu quelque part, et décliner l'invitation. Donc le repas se passe bien. Je raconte que j'ai vu pour la première fois une manifestation dans la rue, et chacun raconte ses histoires. On est assez heureux d'être ensemble. Euh, Quand tout d'un coup, mon papa, qui était une force de la nature, tombe le nez dans l'assiette, dans le hachis parmentier qu'il était en train de manger, et enfin, il avait pris 3 fois plus que nous, hein, mangeait plus que nous. Et ça leur ressemble pas. Et là, maman euh, va dire, Pascal nous a drogués. Pascal, c'est l'ex-petit ami de ma sœur, celui qui nous attendait sur le pas de la porte. Et là, moi, je comprends pas. Bon, faut vous dire que moi, à l'époque, malgré mes 15 ans, euh, je jouais encore au Playmobil avec mon petit frère, tout ça, me semblait être des histoires d'adultes. Mm. Très vite, on va être pris aussi d'avoir envie d'aller dormir. Après ça, ben, tout le monde s'est un peu levé pour aller se coucher. C'est le souvenir que j'en ai. Je vais me réveiller dans la nuit parce que j'ai pas de montre, hein, je sais pas l'heure qu'il est. J'entends j'entends les cris de femme. J'entends les cris de femme et c'est pas normal. Enfin, vraiment, elles sont apeurées et j'entends, je reconnais maman, et je reconnais ma grand-mère Christiane qui est la mère de maman.
qui était agricultrice à 100 mètres de la maison. Et là, maman dit à sa mère, il est rentré par le haut, j'entendais pas. Quelqu'un qui court dans les escaliers. En fait, c'est des escaliers en béton, mais il y a un lino au-dessus, ce qui fait que les pas des chaussures claquent. Hein, donc voilà. Donc j'entends, c'est pas quelqu'un qui court dans les escaliers, un pas lourd, une porte qui se claque et maman dit à sa mère, il est descendu, couper le courant. Il a des cris, c'est la panique, panique, peur, douleur en mélange. Donc je me demande parce que bon, il faut comprendre que je le saurai plus tard, mais au moment du procès. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Pascal Dolic, c'est son nom. Hein. Souvent, j'appelle l'autre parce que c'est pas toujours évident de l'appeler par son nom et prénom. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il nous a drogués. Il a mis un somnifère dans l'archiparmentier et ce qui fait que je vais avoir du mal à me réveiller. Voilà, je vais être comme emprisonné dans mon corps. Ouais. Donc, ça va être compliqué. Mais donc là, je vais me rendormir. Et quand je me réveillais, il faut que je me bouge parce que je suis comme apeuré. Je suis pas serein. Ce que j'ai entendu, ça m'alerte. Et là, je me dis, Jean-Yves, il faut que tu te bouges. Hein, franchement. Et alors, j'arrive à me lever, tant bien que mal. Donc, je partage la chambre avec mon petit frère. Et mon lit est celui du fond. Et donc, je traverse la pièce. J'arrive dans le couloir qui est un peu étroit. Et là, il fait noir. On est dans le noir, hein, il n'y a pas de lumière. J'entends une respiration. J'entends une respiration assez bestiale. Et je vois quelque chose qui brille, mais je comprends pas ce que c'est. Je comprends très rapidement. En fait, je me fais poignarder. Il a un couteau de boucher et je me fais poignarder à l'abdomen à plusieurs reprises et à la cuisse. Je vais te laisser tomber. Je vais tomber et je vais te laisser pour mort. Je m'évanouis. Et quand je me réveille, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il faut pas rester là. C'est que j'ai bien conscience que j'étais blessé, j'ai pas conscience de la gravité de ma blessure. Je me dis, il faut peut-être te cacher. Tel un animal traqué. Je me dis, il faut se cacher, voilà. Donc, ça va très vite, hein, voilà. Je monte à l'étage, et là, donc, je me réfugie sous un bureau où mon papa me racontait des histoires. Donc, tout ça, c'est raconté c'est ma fille qui le raconte dans le livre L'écho des ombres. Hein. Mais, donc, je pense qu'il y a plusieurs sens, inconsciemment, le fait que je sois monté, me cacher là, sous ce bureau. Mais, donc, je vais mettre accroupi et je vais tirer la chaise. Donc, je suis accroupi, c'est pas une position très agréable. Et en fait, très rapidement, j'entends un homme, une femme qui parle. Ils sont à 1 mètre de moi. Et en fait, cette femme, c'est ma sœur. Cet homme, la voix, je la reconnais. C'est une voix familière que j'ai entendue souvent. Mais puisque j'ai la chaise qui est devant moi, j'ai pas de certitude. Je reconnais la voix, mais je vois pas. Ouais. Donc là, je me dis, il faut pas respirer, parce que si tu respires, c'est fini pour toi. Hein. C'est clair. Là, c'est bien de ça qu'on parle. Là, c'est une question de vie ou de mort. On rigole plus. On y est. Ouais. Et là, cet homme
interroge ma sœur, lui dit il est où Jean-Yves? Et à chaque question, un coup. Ma sœur avait une voix assez cristalline et à chaque coup porté, sa voix devient métallique, voire inaudible. Et à un moment donné, donc au départ, j'ai l'impression que ça se passe debout, et ça se finit, j'ai l'impression qu'il l'a fait tomber, et c'est au sol. Voilà. Donc, c'est compliqué parce que je peux rien faire, et que j'aimerais faire quelque chose. En même temps, donc j'ai cette douleur abdominale, et cette difficulté psychologique de dire, mais t'es là, t'y fais rien, quoi. Et ça, c'est compliqué. Je vais m'évanouir. Je me dis, quand je me réveille, donc plus de bruit. Je me dis, il faut pas rester là. Faut pas rester là parce que j'ai peut-être respiré. J'ai respiré. Ça a duré plusieurs minutes. Je dis, j'ai pas de montre, mais ça me semblait interminable. Je vous dis comme pour plein de choses. Hein. Le fait de la douleur, le fait de psychologiquement d'entendre quelqu'un de votre famille se faire frapper, et c'est même plus que frapper parce que c'est Oui, c'est se faire massacrer. Enfin, voilà, il y a pas se d'autre faire mot, je massacrer. pense. C'est se faire massacrer parce que du coup, oui, ouais, c'est plutôt ça. Donc c'est assez difficile d'être là passif. Je vais bouger, je vais me cacher dans une partie du grenier qui n'est pas aménagée. Je vais ramper. Et là, quand j'ai trouvé ma place, j'ai l'impression d'être en sécurité. Et là, j'entends mon petit frère, Fabrice, qui a 12 ans, qui s'était caché apparemment, et j'entends une porte de placard qui s'ouvre, et j'entends qu'il dit « Pascal, ne me tue pas ». Et là, je sais que en fait, la voix que j'entendais, bien sûr qu'elle m'était familière, puisque l'autre, Pascal Delic, avait vécu chez mes parents, pendant plus de 6 mois, donc cette voix, je la connaissais bien. Mais donc c'est grâce, malheureusement, aux propos de mon petit frère, que je pourrais être sûr que c'était lui. Donc voilà, des coups, plus rien. Encore le même schéma qui se reproduit, donc d'être complètement, sentir complètement en insécurité, traqué, et d'entendre sa famille se faire massacrer. Voilà. Donc plus ou moins sous ses yeux, mais en tout cas voilà, à côté, quoi. Hein, Ouais. c'est compliqué. Donc, par ce choc émotionnel et l'absorption de somnifères, je vais encore m'évanouir. Je vais être réveillé parce que j'arrive plus à respirer. J'arrive plus à respirer parce que il y a de la fumée. Il y a de la fumée, et là je me dis, c'est pas possible, tu peux pas rester là, mais tu vas brûler, quoi. Hein, tu peux pas rester là. Donc je me dis, ouais, mais si tu bouges, eh bien, est-ce qu'il t'attend? Est-ce que c'est pas un piège? Est-ce que voilà, est-ce que la maison brûle vraiment, ou est-ce que c'est une technique comme font les chasseurs, on en fume pour faire sortir le gibier? Donc mais je lui dis, de toute façon, je suis obligé, je peux pas rester parce que c'est irrespirable. Donc je me décide à descendre, et je pensais que ce que j'avais entendu, pas vu parce que j'avais pas vu, mais en tout cas ce que j'ai entendu était le pire de ce que j'avais pu vivre jusqu'à présent. Plus je descends les escaliers, plus je sens la chaleur. En fait, il y a des flammes en bas. Et quand j'arrive à la porte, à monter l'escalier, c'est le comble de l'horreur. Je devine dans les flammes, je vois, pas je devine pas, je vois
le corps de maman qui est en train de brûler, pas de se consumer, mais brûler. Et là, c'est le choc. C'est le choc total. Tel un homme qui aurait passé une nuit, une soirée d'ivresse. Je titube, je suis écœuré, quoi. J'ai envie de vomir. Enfin, là, c'est pourquoi autant de haine, hein. Mes parents ont accueilli cet homme, nous nourrit, voilà. Mes parents étaient des gens très humains, très bienveillants, et donc pourquoi autant de haine? Et, donc j'essaie de me rattraper avec des mouvements larges et amples, comme un homme soûl. Et là, je vais trébucher dans le corps de mon petit frère qui est décédé, il est au sol. Il y a le feu, mais on est dans le noir. Donc voilà, c'est des ombres. En fait, sauf le corps de maman qui est éclairé par le feu. Pareil que je continue comme ça, avec des pas en me cognant contre les murs. Et j'arrive à la porte de la maison, mais c'est une maison des années 70, il y a un balcon, et la porte est ouverte. Et je me retrouve là malgré moi, et je me dis, je peux pas rester là. Ça sent la mort partout, c'est... Voilà. Si je reste là, je risque de me faire tuer. L'idée, c'est d'aller chercher de l'aide. Donc, soit je descends, j'ouvre la porte, le portail de rue, mais le portail de rue, c'est un portail métallique et grasse. Donc l'idée, c'est ce que je faisais quand je prenais pas le temps d'ouvrir le portail, je sautais la grille, hein, qui fait 2 mètres environ. Donc comme je le faisais régulièrement, ça, je vais le faire, c'est ce que je vais faire. Donc je descends l'escalier le plus rapidement possible et je saute. Et là, à ma chute, quand j'atterris, je me rends compte que en fait, mon ventre ne retient plus mes viscères. Et je suis obligé de retenir avec mes mains comme je peux. C'est gluant, ça fait mal. L'idée, c'est d'aller chercher de l'aide. Donc, il fait nuit, mais il y a un grand clair de lune, donc je vois assez clair. J'essaie de frapper aux portes des voisins, mais rien. Je suis surpris parce que quand même, vu le bruit, le feu, ça bouge pas. Je suis assez surpris. Donc, je me suis dit, puisque j'ai entendu la voix de mémé, Christiane, je vais aller chez eux. Ils sont à 100 mètres plus loin. J'ai avancé dans la rue et là, presque à l'arrivée à la maison de mes grands-parents, je découvre le corps de mon grand-père qui gît dans son sang. Donc là, je me dis, je pensais être un peu sorti d'affaire, en fait, pas du tout. Et je continue à avancer et là, je vois un peu plus loin le corps de ma grand-mère, décédée également. Donc, je sais pas quoi faire. Et en face, il y a un champ. Il y a un champ avec une maison. C'est un autre agriculteur qui habite là. Et il y a la lumière. Alors, je décide de gravir le talus, de monter les 2 mètres et de passer sous une balustrade. Donc, c'est compliqué. C'est un parcours du combattant. Moi, je m'évanouis plusieurs fois. Hein. Donc, ramper avec les viscéralaires, c'est un peu compliqué. Donc j'arrive tant bien que mal devant sur l'arrière de la maison, il y a une terrasse, les volets sont pas fermés, je tape au carreau, personne répond, il y a la lumière mais personne répond. Il y a une dernière de fleurs, donc je la prends et je tape contre le carreau et ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai un souvenir où j'ai tapé sur le carreau une fois, puis je me dis mince, je veux pas casser le carreau, enfin, et j'ai tapé sur le volet à côté pour faire le bruit. Bon, à un moment donné, je vois un homme qui s'agite à l'intérieur,
mais je comprends pas, il ouvre pas la fenêtre. Je me dis, il y a des gens, ils vont venir me chercher, ils vont mettre en sécurité. Et là, non. Il y a une distance qui se fait. J'ai pas très bien compris. Je retourne donc dans la pelouse. Bon, je sais pas si je suis à la portée de leur vue ou pas, mais je m'évanouis à nouveau. Et ce qui va me réveiller, c'est que j'entends cette voix qui est dans la maison, cet homme qui parle à ma sœur, qui est en train de dire à un de mes oncles, il est en train de dire que mon père, Jean-Jacques Labrousse, est devenu fou et a tué tout le monde. Et là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible parce que je sais très bien que c'est lui qui l'a fait. Je reconnais la voix de Pascal Dolic et de toute façon, mon petit frère l'a nommé avant d'être assassiné. Hein. Il a supplié de ne pas le tuer. Et donc, je me dis, là, mon sang fait qu'un tour, je suis encore engourdi, faut vraiment que je lutte, quoi, hein, c'est pas comme ça. Donc là, t'es chez ton oncle, c'est ça? Hein. Je suis chez les voisins. Je suis en face chez mon oncle, je suis à une cinquantaine de mètres, 100 mètres de chez mon oncle, dans la pelouse, hein, une grande pelouse, un grand terrain. Donc c'est pas plat parce que donc j'allais monter 2 mètres, mais là il va falloir les descendre les 2 mètres forcément. Donc ce que je vais faire là, c'est que j'arrive à me lever et là je me mets à courir et là j'y vais. J'oublie que j'ai mal, j'oublie tout ça. La seule idée en tête, c'est d'aller clamer la justice et la vérité à mon oncle, hein, pour pas que, ça serait innommable que lui il fait tout ça et que il arrive à se dédouaner en disant que c'est mon père qui l'a fait. Hein, ça. Et surtout, j'ai en tête les souffrances de ma sœur, de mon petit frère et d'avoir vu maman brûler. Donc voilà, je donne tout ce que j'ai, je cours et quand j'ai en visu, j'appelle mon oncle et je lui dis non, c'est pas papa qui a fait ça, c'est lui. Non, lui. Et là, mon oncle, il me voit arriver, il tripait et il met à l'abri. Mais bon. L'autre est où à ce moment-là? Je me trouve face à lui. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, moi, je l'ai pas vu dans la maison. Hein, je l'ai pas vu. La seule fois que j'étais devant lui, il faisait noir et j'étais à moitié endormi. Et c'est là qu'il m'a poignardé. Donc, je sais pas comment il est habillé. Hein. Je saurai plus tard par le procès qu'en fait, après avoir massacré tout le monde, avoir voulu mettre le feu à la maison pour dissimuler son carnage, il est retourné à sa voiture qui était à 800 mètres plus loin, dans un chemin de terre, et il a perdu ses clés. Il a perdu les clés de sa 2 chevaux. Donc c'est un homme qui a un ego surdimensionné, et il est persuadé d'être plus intelligent que tout le monde. Et il va mettre en place une nouvelle stratégie. Il déshabille. Je crois qu'il revient à la maison, il déshabille et il veut faire croire qu'en fait, il a dormi à la maison et que mon père a pété un câble. Voilà, voilà, c'est l'idée. Et donc, quand il est face à mon oncle, il est en slip. Ouais, donc il allait voir ton oncle pour justement dire que c'était ton père qui était le coupable. En slip. Hein. Ouais. D'accord. Donc, moi, ce que je me souviens, c'est d'être reconduit à l'intérieur de la maison et que les pompiers c'était interminable. J'avais mal parce que du coup, plus d'adrénaline et sûrement le somnifère qui faisait moins son effet. Et là, une douleur horrible. Voilà, c'est... Voilà. Donc ton oncle t'a mis à l'abri chez lui, mais du coup, le fameux l'autre, le Pascal, il était où à ce moment-là? Il s'est enfui? Il a fait quoi? Non, il s'est pas enfui. Il s'est pas enfui. Donc, ce que je serai beaucoup plus tard, il y a, en fait, comme on a écrit Les Causes des ombres, on a fait des journées dédicaces
Et au journée dédicace, il y a un pompier qui est venu me dire bonjour. Donc, monsieur maintenant qui a un certain âge, et il m'a dit, on était deux à vous avoir secouru. Son collègue est décédé. Et, ça fait 40 ans. Je sais pas quel âge j'avais à cette époque-là. Il avait peut-être déjà 40 ans. Donc, voilà. Donc, il me dit, quand on est rentré chez votre oncle, et ça, je m'en souvenais pas du tout. Hein, c'est lui qui me l'a raconté. Tu me donnes. Comme quoi, le cerveau, des fois, c'est bizarre. Ah bah, il oublie, hein. Ouais, il y a des trucs qui squeeze parce que c'est trop dur à supporter. En fait, il me dit, quand on est rentré chez votre oncle, on vous a cherché, vous étiez plus là. Et en fait, ce qu'il m'a dit, c'est que mon oncle a fait rentrer aussi l'autre chez lui. Et de fait, il me dit, vous avez eu peur que ça recommence. Donc, j'étais accroupi en dessous de cette. Ils avaient une grosse table de ferme, accroupi en dessous, tremblotant et en panique. Et ton oncle, il a pas essayé déjà de tenir les viscères ou je ne sais quoi en plus? Moi, je m'étais souvenu, on m'avait allongé sur le sol, je caillais en plus, mais ils ont un sol qui est un peu une sorte de marbre, ouais. Mais je pense que bon, j'ai aucun jugement, mais je pense que qui est-ce qui pouvait être prêt à avoir un truc pareil, se rendre compte de la réalité, et moi-même, après tout ça, je pense que c'est aussi, c'est ce que j'ai appris dernièrement, ce que vous en parlez dans un podcast d'ailleurs, des 5 phases du deuil. Et c'est vrai que je me suis assez bien reconnu dans ça également. Et en fait, inconsciemment, c'est tellement horrible, on veut pas l'admettre. Et donc, la première chose qui est apparue, c'est le déni. Ouais. Donc, clair. Le lendemain, quand je me retrouve à l'hôpital, je me réveille et là, je vois une balafre de 20 cm parce que j'ai des agrafes, mais je vois pas, il y a des pansements. J'ai un gros pansement sur le ventre et je me regarde, mais qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie? et là, je me rends compte qu'il y a ma grand-mère qui attendait que je me réveille. Donc j'étais donc en salle de réveil en réa et j'ai été transfusé, j'ai perdu beaucoup de sang, voilà, une opération assez longue. C'est fou que tu sois encore en vie d'ailleurs après cet événement. J'ai eu le foie qui était touché, mais le foie c'est un organe qui se. J'ai eu la chance que, en fait, sous la douleur, en fait, je suis parti assez vite en arrière et je pense que c'est ce qui a évité que je fasse une hémorragie, quoi, parce que c'était ça le truc. Et en fait, comme je me suis effondré, j'ai peut-être moins de résistance par rapport au restant de ma famille au choc, ou je sais pas. En fait, c'est que les autres membres de ma famille, ce qui a été fatal pour eux, c'est qu'ils ont été touchés au cou et qu'en fait, ils sont vidés égorgés et en fait, on se noie dans son sang. En fait, c'est le truc horrible, c'est que on se noie dans son sang. Parce que quand la carotide tout ça s'est touché, le sang retombe dans les poumons. Ok. Donc j'ai eu cette chance de pas être touché au cou et de fait voilà. Mais bon, fallait pas non plus que je reste là pendant trop longtemps non plus parce que il y avait comme des risques. Bah non, mais c'est fou, tu vois, malgré la blessure énorme quand même, hein, elle est tellement importante, plus les somnifères, plus ton jeune âge, c'est fou de voir à quel point l'instinct de survie, il est quand même présent, l'adrénaline est là, tu vois, jusqu'au bout. Un combat, film d'horreur, mais un combat, quelqu'un qui arrive à se sauver, quoi. Donc finalement, tu as été très fort. Tu vois, oui, tu as peut-être eu, je dirais pas de la chance, mais tu sais, effectivement, tu n'as pas été frappé comme les autres, mais tu t'es battu et tu as été hyper fort pour ça. Ouais, mais j'en ai pas conscience à l'époque. Tout de suite, c'est le déni. Donc, je demande à ma grand-mère,
je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et tout de suite, c'est comment ils vont, papa, maman, Ah ouais, Caroline, ouais. Fabrice. Et elle me dit, non, ils vont bien, ils arrivent. Bon, après, il faut comprendre, euh, puisque elle a cru que je me souvenais de rien. Mm. Et, elle, vous savez, c'était la maman de mon papa avait été à son fils. Euh, Ouais, Il y toute a, la il y a, famille, il non, y non, mais a, bien sûr. il y a rien de plus terrible que de perdre son fils. C'est plus ses petits enfants, c'est pas dans leur Elle a fait comme chronologie. elle a pu, elle a eu espoir effectivement que tu t'en souviennes pas, que ça soit un choc tellement violent que tu C'est puisses oublier ça, cette réalité horrible. c'est ça, Ouais. c'est ça. Et donc quelque part, comme je sortais de salle de réveil, enfin j'étais toujours en salle de réveil, d'opération plutôt. Je me suis endormi plusieurs fois dans la journée et en fait quand je m'endormais, par contre c'est assez net, j'ai fait deux rêves. J'ai fait deux rêves où dans le premier, eh bien, c'était un peu comme dans l'histoire d'Anne Frank où mes parents étaient cachés. Il y a eu une cachée dans une partie de la maison comme et j'ouvrais cette trappe et ma famille sortait et j'avais le plaisir de les prendre dans mes bras. Ou à un autre moment, je me rappelais de ces merveilleuses vacances dans le camping du Gard, Mm. dernières vacances où euh, on avait passé un moment formidable avec papa, maman et Ouais, Caroline le Fabrice. cerveau qui ne veut pas accepter la réalité, qui préfère revivre des choses. Parce C'est que c'était ça. des rêves récurrents, c'est ça? Oui, enfin, c'est les deux rêves que j'ai fait cette journée-là, où Ouais. j'étais en phase de réveil, et où ma grand-mère m'avait dit qu'ils arrivaient, et en fait, j'étais tellement heureux que mon cerveau a généré ça, quoi. Mm, Ouais, ouais. mm. Ouais, quand tu te réveilles et que tu vois effectivement la réalité te rappelle, enfin, raconte-nous un peu comment C'est ça s'est ça. passé. Et donc je crois que c'est le lendemain, euh, ça tape à la porte, ça tape vraiment lourd. Je suis un peu impressionné. Et, euh, et là, deux gendarmes rentrent. Alors là, je dis, ouais, j'ai vraiment fait une connerie. Et là, je comprends très vite que, vu leurs propos, que mes parents sont décédés, que je suis le seul survivant. Et en fait, ce que je vais faire, c'est comme lorsque Pascal Dolic a dit que mon papa était devenu fou, il racontait ça à mon oncle, eh bien, et où j'ai voulu dire la vérité et être le plus juste possible pour que la vérité soit Justice soit faite faite. Ouais. et que justice soit faite, eh bien, voilà, je m'attelais à ça, en fait. Ouais, Je ouais. m'attelais à ça, et bon, il m'interroge, il me semble-t-il, 20 minutes, une demi-heure, parce que sous le, c'est pareil, euh, je sors d'une opération, mais en même temps, émotionnellement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut comprendre que, comme je vous disais précédemment, j'étais un enfant qui jouait beaucoup avec son petit frère. J'étais pas aujourd'hui un jeune de 15 ans. Il y a Internet, il y a plein de trucs. Il est très éveillé. J'étais très rêveur, j'étais pas mature du tout en fait. Et et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette nuit-là, je suis passé du monde de l'enfance au monde de l'adulte. Mais voilà. Je dirais même au monde de Bon. la survie en fait. Plus Ouais, d'innocence oui, quoi, la perte de l'innocence. c'est ça, hein, c'est complètement. Et là, quand je me retrouvais dans cet hôpital, ça, les couleurs que j'avais avant de la vie, c'était orange, vert, des couleurs pastel vives. Et là, ça va être noir, gris, Hmm. des odeurs de mort. Voilà, le noir dans les chaussettes, c'est compliqué. Se sentir Ouais. seul. Alors qu'avant, c'était vraiment la Vivant. famille, vivant, des fêtes, l'esprit de partage. Voilà, ouais, vraiment l'esprit de partage. Parce que quand mes grands-parents, comme ils étaient agriculteurs, quand il y avait les moissons, tout le monde donnait un coup de main, Hmm. il y avait des repas, Ouais. voilà. Donc
ouais, c'était vraiment... Ah, puis ce qui est dur, c'est que je sais pas combien de temps tu es resté à l'hôpital, mais quand tu sors de l'hôpital, tu vas vivre dans l'appartement de Mémé, hein, c'était C'est une des ça. seules rescapées aussi de ta famille finalement. Et puis après de ta tante, il me semble. Et tu dis que les proches qui te restent s'occupent de toi, te sortent, mais tu dis que tu as l'impression d'être une patate chaude et qu'on ne sait plus quoi faire de toi. De même avec tout ton entourage en fait. Comment tu as réussi à retrouver cette place, En fait, ça, le truc de la patate ta chaude, place? c'est en fait ce truc-là, même à l'école, même avec les profs, il y a toujours ce problème où Ouais, il y a des profs qui ont envie de t'aider parce qu'il y a des matières où t'es un peu mieux, tu vois. Et à un moment donné, le fait de mon handicap, ils savaient pas trop quoi faire. Et là, même dans ma vie personnelle, donc euh, du, du handicap s'ajoute le traumatisme. Et, euh, et donc ils savent pas quoi faire de toi parce que ils sont bienveillants, mais ils sont débordés. Ils sont ouais, débordés. Ils sont complètement débordés eux-mêmes émotionnellement parce que eux-mêmes ont perdu, l'ont pas vécu, mais pour certains ont vu le résultat, donc c'est déjà énorme. ouais. Et et puis il y a même ceux qui n'ont pas vu, il y a le film qu'on se, c'est comme dans les films d'Hitchcock Oui, où on voit pas vraiment, mais ce qu'on suggère, notre esprit, des fois c'est pire. ouais, bien sûr. Mm. Et donc Mais en plus, c'est ça, c'est après que tu... après Pardon, vas-y, continue. ouais donc après là tu vois quand je suis à l'hôpital j'ai l'impression d'être un mort vivant tu vois et Ouais. euh, Bah, t'es en état et de en choc, fait je pense. ouais, Ouais. d'être un mort vivant et il y a une jeune fille que j'avais rencontrée quelques jours avant qui vient me voir et qui m'embrasse sur la bouche je m'y attends pas avant ça j'avais pas trop j'avais embrassé quelques filles mais bon voilà c'était pas et là, si tu veux, c'est comme si j'étais un peu en train de me noyer, et d'un seul coup, j'arrive à respirer à surface, tu vois, et cette bouffée d'air et dire ah oui, bah, la vie c'est ça aussi, quoi. C'est pas que L'amour ça, existe encore, quoi, quelque part. c'est ça, hein. Comme disait Daniel Balavoine dans sa chanson, euh, Sauver l'amour. Mais donc voilà, je vais me dire ah ouais, il faut pas que faut que tu te raccroches, toi, comme ou la chanson de Isabelle Adjani au fond de la piscine, tu vois, quand t'es au fond, eh ben, tu donnes un coup de pied et tu remontes, tu te laisses pas couler. Et là, c'est voilà, ça résonne en moi. Je suis assez quelqu'un de combatif parce que Mais mes grands-parents m'ont habitué aux travaux de la ferme, ils m'ont habitué, voilà, j'ai toujours été habitué de travailler. Euh, oui, il y a ce côté un peu combattant et qui, c'est ouais, ça, travailleur, donc pareil, c'est travailleur pour ça, survivre, en fait. Enfin, travailler pour c'est survivre. ça. Et puis quand j'étais gamin, je regardais aussi, il y avait des séries qui passaient, qui étaient des romans de Victor Hugo, Michel Strogoff, et où je m'imaginais être le héros, tu vois. Donc du coup, et puis étant plus jeune, j'avais quand même beaucoup de ressources physiques et j'ai une énergie. Je sais pas quoi. Ouais. Je sais pas comment. C'est pour ça qu'on m'appelait. Je faisais l'allusion à Forrest Gump parce que plus tard, on me compara à lui et parce que je cours facilement, j'ai une endurance et, euh, et donc ce qui va me raccrocher, toi, c'est le sport, les femmes, parce que je veux dire ouais c'est quand même pas mal ça, et Ouais. les femmes parce que et aussi je pense inconsciemment c'est aussi retrouver d'être près d'une femme et d'avoir l'amour, c'est aussi de retrouver Une famille, oui et puis la chaleur de sa quelque mère, part. la Ouais, chaleur de ma ouais. mère, tu vois, enfin, le contact que j'avais avec maman ou ma sœur. Donc retrouver voilà, j'étais beaucoup avec maman hein, et donc j'allais aussi bricoler avec papa, mais j'étais pas mal avec maman. Papa il prenait pas toujours le temps de discuter. Ce qui est dommage, c'est que je crois 6 mois avant qu'il décède, on s'était mis à la plongée tous les deux et ça j'avais trouvé ça énorme. Ouais, Mm. on puisse enfin faire quelque chose ensemble, c'était vraiment bien.
Et donc tu penses que c'est finalement cette jeune femme qui est venue te faire un petit bisou à l'hôpital qui t'a fait une sorte de déclic, ok, Ouais, effectivement ça existe encore, il y a une lueur d'espoir quelque part et je vais essayer de la trouver, ouais, cette petite lueur, quoi. ouais, que le monde n'est pas que de la violence, n'est pas que de la mort, quoi. Et que donc bon, ça va être un processus long, hein. Ça va demander des décennies, hein. Là, c'est Oui, tu juste, m'étonnes. c'est juste la petite étincelle. Hein, t'es dans le noir et t'as la petite étincelle au loin qui dit, ben, c'est par là qu'il faut aller. En fait, c'est comme Accroche-toi, ça, ouais. c'est comme ça qu'il faut le voir. Hein. Ouais, parce que Voilà. à côté de ça, il y a eu énormément de solitude et tu parles même de culpabilité, hein, culpabilité, comme tu Ouais, dis, de n'avoir rien pu faire. c'est Donc ça, du c'est coup, compliqué. effectivement, tu... Pourquoi, ce qui va venir, c'est pourquoi moi, Mm. qui suis handicapé par rapport, mon frère et ma soeur n'étaient pas multidis. Et, ils avaient un parcours scolaire, ils étaient brillants par rapport à moi. Et, pourquoi moi, je suis en vie? Qu'est-ce que j'ai de plus? Pourquoi? Ouais. Tu vois, c'est un truc. Et je vais avoir l'impression qu'ils se sont sacrifiés pour moi. Pendant longtemps, je vais avoir vraiment l'impression qu'ils vont se sacrifier pour moi. Et de toi à moi, euh, en fait, de toi à moi, euh, ce qui m'a permis de me rendre compte de mon statut du chemin parcouru, c'est déjà le livre. Déjà le Mm. livre. Et lors de ma première interview, donc, sur un plateau de télé, avec Monsieur Dominique Rizet, je sais pas à la chaîne, mais c'était journaliste. Oui, tu peux le dire. Euh, et ben, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais il y a pas, comme il m'a dit, vous devez pas, comme tu l'as dit, vous êtes battu. Les autres ne sont pas sacrifiés pour vous. Et c'est vraiment ce sentiment que j'avais de culpabilité. Et en plus, une autre culpabilité, c'est que quand j'étais tapé au volet des voisins pour demander Ouais. de l'aide, le monsieur veut faire une crise cardiaque. Parce qu'il a cru que c'était des voleurs, c'est ça? Ouais, c'est ça. De voleurs, ou peut-être qu'ils avaient vu des choses dans la rue et ils ont cru que c'était parce qu'il y avait lui qui venait les tuer. Et, Ouais. et donc, Oui, mais ça moi, rajoute de la culpabilité, quoi. ce que je ne savais pas, c'est que ce monsieur-là était cardiaque et qu'en fait, c'est pas vraiment, voilà, voilà, il était fragile. Donc, et donc, du coup, si tu veux, je me suis longtemps voulu de la mort de ce monsieur, tu vois, que j'aimais Mm. bien, parce que il faisait du fromage blanc et je me rappelle tous les étés, j'allais chercher du fromage blanc. T'aimais bien Faire son des, petit fromage blanc. ouais, non, mais puis même, c'était sympa. Des Oui, oui, rituels, c'était quand t'es cordial. gamin, t'as des rituels comme ça, enfin, Complètement. voilà. Et, Ouais. et si tu veux, les difficultés, c'est, je vais faire un rapprochement avec un film, le film de James Cameron, Avatar, où quand les les hommes mettent le feu à la forêt primaire, tu vois, leur monde merveilleux qu'ils avaient disparaît, Mm. et c'est vraiment ça, tu vois. Mm. Ce monde de l'enfance où ben quand t'es enfant, voilà, tu enjolives tout, et là tu tombes dans quelque chose de très différent, très brutal, Ouais. Ouais. où les gens, tu te rends compte que les gens s'aiment pas, tu te rends compte que, enfin, c'est que des cris, que de la violence, c'est compliqué, hein. Même verbal, enfin, c'est pas forcément physique, mais je me rends compte que ensuite il y a des histoires de succession, il y a des trucs comme ça, tu vois. Ah, ouais, ouais. On me reproche des trucs pas trop cool. Euh, donc, mais bon, moi j'en veux à personne, tu vois. Mais ce que je parle, c'est des choses factuelles. Mais, Non, mais ce qui est dur, mais, c'est qu'en mais, plus, tu as 15 ans, hein, à l'époque. T'es quand c'est même pas un ça, c'est adulte. ça. Tu prends ça à la tête et c'est très dur. C'est très dur. Et comme à un autre moment où parce qu'en fait je devais aller chez la sœur papa, et en fait les adultes, la sœur papa et la maman de papa s'entendaient pas très bien.
Donc, Mémé m'a réclamé, on peut comprendre, comme je t'ai dit, elle a perdu son fils, voilà. T'es seul petit-fils qui reste, quoi. Puis que je ressemble beaucoup à mon, je ressemble La seule beaucoup à trace mon de ton papa. père, voilà, exactement. Voilà, on peut comprendre. Mais bon, moi, tu vois, je me sens un peu tiré à droite, à gauche. Ouais, c'est franchement pas cool. Et dans un moment où on reconduit entre l'un et l'autre, il y a un oncle qui me dit, tu sais, Jean-Yves, c'est de la chance. Hein. T'as de la chance qu'on t'ait récupéré, t'aurais pu aller aussi à la DAS, quoi. Et là, Ouais, les gens sont tellement maladroits. mais c'est la maladresse, hein, c'est pas la méchanceté, c'est la maladresse. La suite dans 2 semaines.